sans plus tarder, je vais inviter Kaina Achili, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, qui est de l'Association québécoise pour les troubles d'apprentissage secteur Est de Montréal, qui a rendu possible cet événement-là ce soir. Alors, je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse vous souhaiter la bienvenue et ensuite, on va entamer le webinaire sur le stress de la rentrée ensemble. Donc, je t'ajoute avec moi à l'écran. Bonsoir, Kaina. Bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation et notre demande aussi. Donc, moi, c'est Kaina Chili, je suis coordonnatrice à l'Association québécoise des troubles d'apprentissage section Saint-Léonard. On intervient auprès des personnes touchées par les troubles d'apprentissage, notamment les parents et leurs enfants. Donc, on a un volet de soutien à l'apprentissage pour les jeunes, mais on a aussi un volet d'accompagnement pour les parents et cela à travers des ateliers, des rencontres, et tout ce qui est peut aider les parents pour mieux faire face à certains défis de leurs jeunes. Donc, on est là ce soir. C'est ça qu'on a choisi ce thème parce que c'est le thème qui revient chaque année. C'est devenu comme une habitude pour nous. On constate beaucoup d'anxiété par rapport à la reprise des classes, à la rentrée scolaire, surtout aussi dans les transitions. Parlant des enfants avec des filles, beaucoup de parents démontrent beaucoup de stress, mais leurs enfants aussi, quand on fait la transition vers la classe spécialisée, mais aussi la transition de primaire au secondaire, sont oubliés aussi au cégep. Parce que là, on dit on peut plus intervenir auprès de nos jeunes, on ne sait pas comment les accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de redonner à nouveau cette atelier. Merci et bonne écoute à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à vous. Donc, stress de la rentrée, allons-y. Ça fait déjà une semaine qu'on est retourné à l'école, que les élèves sont retournés sur les bancs d'école et on vit encore le stress de la rentrée. On parle souvent du stress de la rentrée comme étant une seule journée, la journée de la rentrée scolaire. Mais ce soir, je vais vous parler du mois de septembre comme la rentrée scolaire parce que les jeunes doivent s'adapter à beaucoup de choses. Alors ce soir, je vais vous parler du stress relié à la rentrée scolaire qui touche l'ensemble des élèves. Je vais vous parler des spécificités pour les jeunes qui vivent avec des troubles d'apprentissage. Ensuite, je vais donner des conseils aux parents que votre enfant vive ou non avec un défi d'apprentissage. Toutes les stratégies que je vais vous partager ce soir vont s'appliquer dans votre famille. Donc ensuite, voyez ce qui va correspondre pour vous aux besoins de votre enfant, de votre adolescent. Mais c'est bon ce soir qu'il ait un trouble d'apprentissage ou non. Ce sont des stratégies qui vont favoriser sa disponibilité aux apprentissages, sa gestion des émotions, mais surtout le développement de ses capacités d'adaptation. Donc, stress de la rentrée, de quoi on parle? Ben, de toutes sortes de choses. J'entends souvent, je vais commencer avec un mythe que j'entends beaucoup ou des phrases que j'entends à la rentrée scolaire parce que là, moi, ça fait quelques années aussi que j'accompagne mes filles. Je suis maman de deux petites filles, Jade qui a 7 ans, qui est rentrée en deuxième année, et Mégane qui a 10 ans, qui est maintenant en cinquième année. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois du nouveau monde parmi nous ce soir, moi, je suis Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale. Je suis la propriétaire de la clinique Pas à Pas qui est située à Saint-Eustache. J'ai écrit le livre L'enfant stressé en 2019 et ça fait tout près de 19 ans que je travaille comme intervenante auprès des jeunes et des familles, que je donne de la formation depuis 12 ans maintenant dans différentes organisations, dans les écoles, dans les centres de services scolaires, dans le réseau de la santé, pour les organisations pardon, de la santé publique. Donc, je donne de la formation depuis plusieurs années et le stress et l'anxiété, ça fait partie de mes champs d'intérêt premiers, comme maintenant aussi la prévention du numérique. Alors, rentrée scolaire, de quoi on parle quand on parle de stress et de l'anxiété? Je disais que j'entends des choses dans les cours d'école en allant moi-même accompagner mes filles à la rentrée scolaire. Et j'entends beaucoup de parents qui vont dire aux enfants, mais voyons donc, ça te stresse. C'est pas ta première année ici, là. Voyons donc, t'es déjà allé à l'école, là, t'es connais les éducatrices, tu t'es connais les enseignants, ta sœur l'a eu ou ton frère a eu cet enseignant-là ou cette enseignante-là. Pourquoi tu stresses? Donc, j'ai envie de vous parler d'un acronyme qui se retient super bien, qui s'appelle le ciné. Le stress, là, c'est du ciné. Ça, c'est l'acronyme de Sonia Lupien, qui est la directeure chercheuse du Centre d'études sur le stress humain. Donc, elle a produit toutes sortes de matériel, notamment des livres incroyables, Par amour du stress et À chacun son stress. Et elle dit, le stress, c'est 4 ingrédients principaux là, qui vont composer la recette du stress. Et plus il va y avoir en fait d'ingrédients de stress, plus tu vas avoir une réponse de stress.
Donc, les 4 ingrédients, c'est le ciné. Le ciné, ce que ça veut dire, l'acronyme, c'est C pour contrôle faible. As-tu du contrôle dans cette situation-là? On va se le dire, les élèves n'ont pas beaucoup de contrôle là, dans la façon que ça se passe. Ils n'ont pas choisi leur enseignant, ils n'ont pas choisi leurs camarades de classe, ils n'ont pas choisi si ça leur tente de commencer ou pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne choisissent pas, là, les enfants. Donc, ça peut arriver qu'ils ressentent qu'ils sont en perte de contrôle, en manque de contrôle. Donc, si déjà votre jeune a fait ouais, moi, il y a des choses que je ne contrôle pas et qui peuvent me susciter du stress, ça se peut que ça commence déjà à participer à la recette du stress. Le I de ciné, c'est pour imprévisibilité. On va se le dire, à la rentrée scolaire, c'est énormément d'imprévus. Ne serait-ce que pour mes enfants, on est arrivé à l'école et on ne savait pas qui étaient les enseignants des enfants. Donc ça, c'est imprévu. On cherche à savoir est-ce que les amis sont dans la même classe, est-ce qu'on reconnaît des visages, elle est où ma classe. Il y a plein d'imprévus à la rentrée scolaire. Donc, deuxième crochet. Le N, c'est pour nouveauté. La nouveauté, il y en a plein. Nouvel enseignant, nouvelle classe, nouveau matériel scolaire, nouvelle méthode d'apprentissage, nouveaux camarades de classe, nouveaux pupitres, nouveau tout en début d'année scolaire. Et le dernier, le E du ciné, on se rappelle dans l'acronyme ciné, le E, c'est égo menacé. Est-ce que tu as l'ego menacé ou la personnalité menacée, c'est qu'est-ce que les autres pensent de moi? De quoi je vais avoir l'air? Est-ce que je suis suffisamment bon? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qui arrive si je ne réussis pas et que les autres me voient? Donc, c'est relié à notre perception de nous-mêmes, à l'image que les autres ont de nous-mêmes ou notre image qu'on a de nous-mêmes. Je vous le dis, les enfants, les adolescents ont énormément de stress social à la rentrée scolaire. Ça fait un été de temps que j'ai pas vu mes camarades de classe. Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils m'aiment encore? Est-ce qu'ils vont me trouver que je suis bien habillée? Est-ce que mes cheveux sont corrects? Est-ce que l'image de soi, là, c'est vraiment un stress social qui est très présent à la rentrée scolaire. Et même si on se dit, ben non, t'en fais pas avec ce que les autres pensent de toi, tout le monde s'en fait avec ce que les autres pensent de nous. Avec le temps, on apprend à reconnaître notre valeur et c'est en ayant une conscience de notre valeur qu'on va être moins affecté par ce que les autres peuvent penser de nous. Mais ça se peut que l'ego soit menacé. Donc, la rentrée scolaire, là, c'est vraiment une recette complète du ciné qui fait en sorte que ça peut être un moment très stressant pour beaucoup d'élèves. Quand on va parler des transitions, comme Kaina, vous le disiez, la transition primaire-secondaire, c'est tout le ciné aussi. Donc, sentiment de contrôle faible, beaucoup, beaucoup d'imprévus, tellement de nouveautés. Et l'ego menacé, il y a encore plus d'élèves dans une plus grande école. Est-ce que je vais me perdre? Est-ce que je vais savoir ouvrir mon cadenas? Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'on va me poser une question à la première journée d'école, puis je ne saurai pas quoi répondre, puis je vais me tromper devant tout le monde? Donc, l'anticipation de ces éléments-là est suffisant pour créer du stress. Donc, non seulement quand on est dans la situation de stress et que je fais face à la nouveauté ou face à l'imprévu, je vais commencer à avoir une réponse de stress, mais si je m'imagine que ça va arriver, que je réfléchis à toutes les nouveautés auxquelles je vais faire face, aux imprévus qui pourraient se présenter à moi, de quoi je vais avoir l'air, si je donnais une mauvaise réponse, si on me voyait. Donc, si j'anticipe, je commence déjà à avoir une réponse de stress. Donc, la rentrée scolaire, elle n'affecte pas uniquement, évidemment, les jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage. Puis j'ai envie de nous dire que pour les parents aussi, nous aussi, le ciné, là, il est bien présent à la rentrée parce que, ben, on est obligé de retourner dans cette routine, hein, de lunch, devoir, leçon qui va recommencer, la routine de l'autobus, la coordination des fois avec la garderie, avec l'école. Donc, ça fait beaucoup et peut-être qu'à certains moments, on sent qu'on perd un peu le contrôle de tout ça. Imprévu, ben nous aussi, on a envie des imprévus durant la rentrée scolaire, hein. Le matériel, est-ce qu'on a tout? Qui vont être les enseignants? Comment ça va se passer? Nouveautés, on en a plusieurs aussi. Puis, ben, égo menacé, ben, de quoi j'ai l'air devant les autres parents? Est-ce que je suis correct? Est-ce que j'aide assez? Qu'est-ce que l'enseignant pense? Comment que j'accompagne mon enfant? Donc, nous aussi, on fait face à ce ciné-là. Donc, la rentrée scolaire, j'ai envie de vous dire, soyons doux, puis prenons le temps de l'accueillir, la rentrée scolaire, puis pensons pas qu'en une semaine, tout le monde va s'être adapté puis qu'on va être retourné dans notre routine d'école. Parce que si on a cette attente-là, on va stresser d'abord, puis on va être frustré et déçu que ça se passe pas.
On comprendra pas pourquoi nos jeunes sont réactifs, pourquoi ils réagissent plus fortement, pourquoi ils sont irritables au retour de l'école, pourquoi peut-être ils font des crises qu'on dit inexplicables. Donc, ce sont tous des symptômes de stress qu'on va observer en début d'année scolaire. Ça affecte évidemment pas toutes les familles, c'est pas tous les enfants. Puis des fois, c'est un enfant dans la famille, mais pas l'autre. Mais depuis 18 ans que je travaille avec les jeunes et les familles, et à chaque année, à l'entrée scolaire, durant le mois de septembre, les parents vont dire, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont les enfants? Ils chicanent plus, ils écoutent pas les consignes, c'est difficile de se coucher le soir, ils arrêtent pas de se relever, de venir chercher un verre d'eau, aller faire pipi, et ils me rappellent toutes sortes de peurs qui reviennent au début de l'année scolaire. Donc, est-ce que les portes sont barrées? Est-ce que tu dors? Je veux pas me coucher si tu fais dodo. Donc, c'est comme, mais t'avais pas peur, tu étais capable de dormir. Pourquoi là, t'es plus capable de dormir? Il y a des enfants même qui vont recommencer à faire pipi au lit durant les premières journées ou premières semaines d'école. Les parents vont s'inquiéter, vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une régression chez mon enfant? On va voir des enfants qui font des grosses crises au retour de l'école. Puis là, le parent, il cherche, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école? Est-ce que tu t'es fait taquiner? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ton enseignant? Pourquoi tu réagis comme ça? Et l'enfant non plus, il ne sait pas. Parce qu'en fait, puis je dis l'enfant, mais ça peut être l'adolescent également, le système nerveux devient surchargé. Puis ce qui se passe, c'est que lorsque l'enfant, l'adolescent, va retourner à la maison auprès de ses figures d'attachement principales, papa, maman, généralement, ou grand-papa, grand-maman, c'est la personne qui prend soin de l'enfant, qui offre les soins au quotidien, mais c'est auprès de ces personnes-là que le cerveau peut enfin relâcher et laisser aller tout ce qui a accumulé dans la journée. Et dans une journée, les élèves en accumulent des choses. Des déceptions, ils ont attendu, ils ont été patients, ils ont vécu toutes sortes d'émotions, il y a une surcharge sensorielle pour beaucoup d'enfants aussi, hein. Beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de mouvement. Tout ça, ça surcharge le système nerveux. Et là, les enfants reviennent à la maison et ils vont décharger ça, déverser ça sur leur figure d'attachement principale. Puis ça, c'est comme le beau cadeau et le moins beau cadeau. Ça veut dire qu'on a une relation sécurisante avec notre enfant parce que il peut se déposer quand il nous retrouve. Mais nous, on est comme, mais pourquoi? C'est ça, à chaque retour d'école. Moi aussi, je suis fatiguée, je reviens de travailler, puis là, mon enfant fait des crises tous les soirs. Donc ça se peut que c'est le signe là, qu'il y a du stress de la rentrée scolaire. Donc, d'abord, j'ai envie de dire, prenons ça doucement, la rentrée, accueillons-la, puis pour tout le mois de septembre, j'ai envie de dire, ralentissez un peu le rythme. Sachant que, imaginez que le stress, c'est un verre d'eau qui se remplit, que là, déjà, il est très rempli par le stress de la rentrée, même chez des enfants qui ne le démontrent pas. Il y a des enfants qui vont avoir l'air de s'adapter super facilement, puis quelques jours ou semaines après la rentrée, là, ça l'explose, puis on dit, mais voyons, qu'est-ce qu'il y avait? Il s'est super bien adapté, tout allait bien, donc c'est pas le stress de la rentrée. Mais oui, c'est le verre d'eau qui se remplit puis qui se remplit. Mais sachant qu'il est déjà plus rempli, je vais prendre ma bouteille d'eau pour le schématique, sachant que ça se remplit, ben ne le remplissons pas trop, nous, avec d'autres choses. Parce que même des activités super le fun peuvent être aussi très stimulantes. Donc, on peut avoir tendance, j'ai fait une vidéo sur Facebook avant la fin de semaine, le vendredi, pour rappeler aux parents que lorsqu'on est stressé, qu'on est fatigué, ça peut être tentant de dire, ah, on va faire une activité spéciale en fin de semaine pour souligner la rentrée, souligner tes efforts, on va aller au restaurant, on va sortir ou on va aller jouer à l'extérieur, on va se coucher plus tard, on va faire un cinéma. Et au final, ça tourne pas toujours bien. Puis on a des attentes parce qu'on dit là, je mets beaucoup d'efforts parce que je suis moi-même fatiguée, puis je fais tout ça pour toi. Et c'est comme ça que tu réagis, c'est comme ça que tu me remercies. Mais c'est que leur petit système, là, même des adolescents dans leur grand corps, leur petit système, il ne peut pas en prendre, là. Tu sais, c'est comme c'est plein. Donc, pour le mois de septembre, pardon, allons-y doucement. Durant les fins de semaine, permettez-vous de rien faire, de rien mettre à l'horaire. Permettez-vous d'attendre avant de recommencer les activités autres. Là, on veut s'inscrire à un cours, en faire un autre, faire des brunchs du dimanche. Permettez-vous d'attendre. Laissez-vous vous installer dans la rentrée scolaire puis avoir repris vos habitudes, repris vos énergies avant de commencer à ajouter d'autres choses supplémentaires. Parce que généralement, c'est ça qui explose à la fin du mois de septembre. Donc, je vois beaucoup de familles, à la fin du mois de septembre, on a beaucoup de demandes de consultation, de demandes de soutien, parce qu'on dit, voyons, on ne sait pas ce qui se passe, mais là, c'est comme, le mois d'octobre, c'est très difficile. Ça se peut que c'est une accumulation qui s'est passée. Donc, dites-moi, vous, en zone de commentaires, là, comment ça se passe pour vous, le stress de la rentrée?
Ou est-ce qu'il y a du stress chez vous? De quelle façon ça se manifeste pour l'enfant, pour l'adolescent? Est-ce que vous en observez dans vos familles? Donc, moi, j'aimerais ça pouvoir vous lire dans les zones de clavardage. Vous pouvez aussi me déposer vos questions à mesure. Je vais faire quelques pauses durant le webinaire pour aller répondre à vos questions. Donc, le stress, je vous dis, ça peut prendre de toutes sortes de formes. Et là, j'ai envie d'y aller un petit peu plus spécifique pour les jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage. Donc là, imaginez que tout ça que je viens de dire, et là, qu'il y a des défis d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage. On va se rappeler, les troubles d'apprentissage, c'est des difficultés qui sont persistantes. C'est un trouble, c'est neurologique. Ce n'est pas relié à l'intelligence, ce n'est pas relié à l'effort que le jeune fait. C'est vraiment la façon que le cerveau va traiter, organiser l'information. Et on va, généralement, les troubles les plus connus, là, c'est les troubles 10, dysorthographie, dyscalculie, dyslexie ou des troubles mixtes qui vont amener des défis à l'école et qui vont amener justement ces jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage vont souvent me dire, j'ai l'impression, Caroline, que je fais 2, 3 fois plus d'efforts que les autres pour moins de résultats. Donc ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'humain, dans notre nature, on se compare. Qu'on a beau se dire, comparons-nous seulement à nous-mêmes, l'humain, dans notre nature, on se compare aux autres. Alors, quand on est assis dans une classe et qu'on voit les autres comprendre, finir leur travail plus vite, ils finissent plus vite puis ils réussissent mieux. On le voit, ça, comme élève. Donc, on va être doux avec eux, on va parler comment les accompagner, mais c'est une réalité que les jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage peuvent rencontrer. Ensuite, ça va générer davantage de stress et d'anxiété d'avoir cette difficulté-là scolaire. Juste au niveau de la surcharge physique, ça leur demande beaucoup plus d'attention, de concentration, d'efforts mentaux soutenus, pardon, pour commencer et faire et compléter une tâche. Donc, ça lui coûte beaucoup plus d'énergie dans son verre d'eau qu'un élève, qu'une personne qui ne vit pas avec un trouble d'apprentissage. Donc, sachant ça, la rentrée scolaire, ça se peut que ça leur tente pas. Ça se peut que le corps, il est fait pour identifier les menaces dans notre environnement puis dire, écoute, ça, c'est une jungle dans laquelle j'ai l'impression que je vais me faire croquer. Puis à chaque année, je trouve ça difficile, puis j'ai l'impression de me faire croquer. Donc l'été, ça se peut que je sois un peu mieux parce qu'il n'y a pas d'école. Puis ça se peut que la rentrée scolaire, de retourner dans cet environnement-là, ça se peut que le corps fasse non, 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 ça ne tente pas, ça ne tente pas. Et là, le corps va exprimer toutes sortes de façons de manifestations de stress qui peuvent prendre les formes que j'ai nommées tantôt, là, autant au niveau de l'irritabilité, les changements d'humeur, les difficultés à dormir. Mais le stress, ça va affecter beaucoup la disponibilité aux apprentissages. Et plus le cerveau il est stressé, plus il a de difficultés à accéder, à utiliser son lobe frontal qui est le siège de la pensée logique, qui est responsable de nos fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce que c'est simplement attention, concentration, mémorisation, résoudre des problèmes, organiser de l'information, planifier, s'orienter dans le temps et dans l'espace. Donc, ce sont tous des habiletés qui sont nécessaires au fonctionnement scolaire. Alors, plus un cerveau est stressé, plus il a de la difficulté à accéder, utiliser ces ressources-là. En plus, le cerveau est en développement. Ce sont des cerveaux immatures, les enfants, les adolescents. Donc, déjà, c'est plus difficile pour eux. Cette partie-là est en construction. En situation de stress, c'est encore plus difficile. Alors, si on ajoute à ça des défis d'apprentissage, des troubles d'apprentissage qui peuvent générer du stress, mais c'est encore plus difficile d'être disponible aux apprentissages. Donc, imaginez tout l'effort qu'ils mettent là. Je travaille beaucoup plus fort pour être capable de réaliser la tâche, une tâche qui me rend très inconfortable parce que, bien, généralement, on n'aime pas trop faire ce qui est difficile et pour lesquels on a de la misère, là. Donc, ça génère du stress et là, ça fait une boucle qui tourne. Donc, pour ces jeunes-là, ça se peut que la rentrée scolaire, ce ne soit pas un événement qui soit autant positif que pour d'autres enfants qui, eux, ont très, très hâte de retourner sur les bancs d'école. On va voir que dans les difficultés que ça peut occasionner de vivre comme élève avec des troubles d'apprentissage, des défis d'apprentissage, mais ça peut venir jouer sur l'estime personnelle, de se comparer justement, de voir que d'autres réussissent peut-être mieux que nous dans cette sphère de notre vie qui est la sphère scolaire. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler tantôt des trucs concrets pour nourrir l'estime personnelle,
pour tous les jeunes, mais ces jeunes-là en particulier parce que c'est très important de nourrir les autres sphères de vie pour qu'ils se sentent bons, capables, qu'ils sentent qu'ils rayonnent dans d'autres sphères de vie. C'est très important. On peut voir chez certains élèves plus d'isolement aussi, de par la comparaison, de par peut-être d'autres jeunes aussi les identifient, reconnaissent qu'ils ont des difficultés. Donc, ça peut amener des formes d'isolement, ça peut amener, c'est ça, des difficultés à s'adapter au milieu scolaire, ça prend peut-être plus de temps. Donc, c'est pas toujours facile pour ces jeunes-là de s'intégrer à l'école, de s'adapter au milieu scolaire. Alors, j'ai vraiment une pensée particulière pour vous, et les parents qui peut-être est avec un enfant qui n'a pas envie, lui, de retourner à l'école. Puis qu'à tous les jours, peut-être, pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, des fois, il va vous dire, j'ai pas envie d'y aller, ça me tente pas, j'aime pas l'école, pourquoi je suis obligée d'y aller? Et notre réflexe comme adulte, quand on devient démuni, qu'on est impuissant, ben, c'est de dire à l'enfant, ben là, t'as pas le choix d'aller à l'école, c'est comme ça, il faut que tu aies à l'école. Si tu veux réussir plus tard, il faut que tu aies un diplôme. Et là, on va se camper dans une position très autoritaire parce qu'on ne sait plus quoi leur dire. Mais ce soir, je vais vous donner des mots. Je vais vous aider à trouver des mots pour accueillir cet espace-là de l'enfant qui dit ça ne me tente pas d'aller à l'école, j'aime pas ça. D'abord, je vais vous le dire tout de suite, là, je me devance, là. Votre enfant a le droit de ne pas aimer ça. Il a le droit de vivre cette émotion-là. Vous pouvez l'accueillir sans pour autant lui dire c'est vrai, l'école, c'est pas bon. On peut être à la fois dans l'accueil de je comprends que c'est vraiment difficile pour toi, puis je peux comprendre que sachant que c'est difficile pour toi, je comprends que ça ne tente pas d'y aller. Je vais t'aider parce que l'école, c'est important et je vais être là pour toi, puis je vais te soutenir. Mais je comprends que c'est difficile pour toi, puis je comprends que ça ne te tente pas d'y aller le matin. Mais je vais être là pour toi. Je vais t'accompagner. Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ce soit un petit peu plus le fun ce matin? Est-ce qu'on peut faire quelque chose quand tu vas revenir de l'école qui va mettre une petite joie dans ta journée? Donc, on va accueillir cette partie-là. Plus on va essayer de dire, ben non, arrête de dire ça, là, l'école c'est important, il faut y aller, plus ça va générer de stress parce que l'enfant va se dire, comment tu peux m'accompagner si tu ne comprends pas ce que je vis? Si tu n'essaies même pas de comprendre ce que je suis en train de vivre. Donc, quand tu invalides mes émotions, que tu me dis que je n'ai pas le droit ou que je n'ai pas raison de ressentir ça, je ne peux pas te faire confiance dans les stratégies que tu vas me proposer parce que ce ne sera pas aligné à moi. Et comme adulte, c'est pareil. Si on se confie à une personne qui dit, ben voyons donc, là, pourquoi tu réagis de même? Tu as juste à faire ça ou ça, puis ça va être correct. Mais on ne les prend pas, ces stratégies-là. Donc, on a besoin de se sentir entendu, compris, validé dans nos émotions. Mais permettons-nous de le faire. Ce n'est pas parce que vous validez, ça c'est souvent une crainte des parents qui m'ont consulté dans ma carrière, dire, mais si je lui dis qu'il a le droit de ne pas aimer l'école, il va penser que c'est pas important l'école. Non, un message invalide pas l'autre. Je comprends ta réalité, c'est difficile pour toi, c'est stressant d'aller à l'école, ça te demande énormément d'efforts, mais d'un autre côté, l'école, c'est vraiment important, donc je vais t'accompagner là-dedans. Un invalide pas l'autre. Donc, pensez pour vous, les parents, pour les enfants qui vivent avec des défis d'apprentissage ou des enfants qui peut-être ont moins le désir d'aller à l'école, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie aux parents. Puis les parents, on parle beaucoup, là, on va parler ce soir comment prendre soin des enfants, mais c'est important de prendre soin de vous comme parents pour être disponible pour prendre soin d'eux parce que ça nous coûte, nous aussi, beaucoup d'énergie. Puis il y a plein d'autres choses dans la vie qui remplissent notre verre d'eau de stress. Hein. Il n'y a pas seulement nos enfants et tout ce que ça nous fait vivre d'être un parent. Les finances, le travail, la famille, prendre soin de nos parents. Donc, il y a toutes sortes de choses qui remplissent notre genre à stress. Donc, pour être disponible, il faut prendre soin de nous pour que nos enfants puissent venir se déposer dans notre verre d'eau sans nous faire déborder à notre tour. Puis malheureusement, quand on déborde, mais ça se déverse ce stress-là sur nos enfants. Et là, c'est comme on s'échange notre stress, on se contamine là, de stress de part et d'autre. Donc, prenons soin de nous à travers tout ça. Donc, je vous rappelle, on revient à le stress septembre, c'est l'adaptation. C'est prendre le temps de créer le lien avec l'école, prendre le temps d'accueillir la routine, juste de s'adapter à l'horaire de dodo qui a changé, là. C'est déjà beaucoup, beaucoup pour plusieurs. Je vois les adolescents au coin de ma rue prendre l'autobus le matin, puis en plus, les adolescents, eux, ils commencent plus tard, là. Puis ils ont l'air fatigués, là. Mais il y en a qui étaient habitués, là, cet été, de se lever à 9h, 10h, 11h.
Et là, ils doivent se lever à 6 heures, 7 heures. S'ils sont chanceux, 8 heures, parce que moi, mon arrêt d'autobus au coin de ma rue, c'est 9 heures, là, les élèves du secondaire, 7 heures, les élèves du primaire. Les élèves du primaire, là, j'ai vu, là, c'est mes enfants que j'amène à la rentrée scolaire, ils sont fatigués à l'arrêt d'autobus, là. Et même en me rendant au travail, je vois toutes sortes d'arrêts d'autobus. Et j'ai vu une maman l'autre jour avec son enfant qui dormait sur son épaule. Je suis pauvre chouette, elle dort puis elle attend l'autobus. Donc, juste de s'adapter à ce nouveau rythme de sommeil-là, donc le déficit de sommeil que ça peut créer, c'est assez pour nécessiter du temps d'adaptation, générer du stress, puis venir vraiment chambouler notre gestion des émotions, notre gestion du fonctionnement et donc notre gestion, notre disponibilité aux apprentissages. Donc, pour le mois de septembre, prenons soin de nous. Et là, c'est bien évidemment que je vais vous dire de prendre soin de vos bases. Donc, si vous me connaissez, vous savez peut-être mon approche base, j'espère. Là. Ça fait quelques mois que je la rappelle, cette approche-là. Je vous la résume parce que ce soir, c'est pas le cœur de la conférence, puis j'ai plusieurs outils gratuits que je vais vous transmettre. Mais mon approche base, en fait, c'est qu'au fil de mes 18 années d'intervenante psychosociale, j'ai réuni en fait 5 piliers qui sont indispensables au bien-être, au fonctionnement des jeunes. Donc, pour s'assurer que nos jeunes développent leur capacité d'adaptation, qu'ils soient disponibles aux apprentissages et pour susciter, en fait, contribuer à leur réussite éducative, il y a 5 piliers qui sont indispensables, qui sont BASE, qui est l'acronyme BASE, B-A-S-E-S. Et les 5 piliers que j'ai identifiés, c'est bien-être de l'adulte. Hein? On est le pilier 1. Les jeunes ont besoin de se poser sur des adultes qui vont bien. Donc, ne serait-ce que ce soir, si vous repartez qu'une seule chose de la conférence, c'est prenez soin de vous, ce sera déjà aidant pour votre enfant. Donc, le B, c'est bien-être de l'adulte. A, c'est activité physique. Les jeunes ont besoin de bouger. Puis en période de transition scolaire, les retours à l'école, il va arriver que ben là, on dort un peu moins, on est à l'école toute la journée, le soir, ben, c'est la routine qui recommence. Donc les jeunes bougent beaucoup moins. Et là, si en plus ils s'exposent à plus d'écrans de loisirs parce qu'ils reviennent et là, ils n'ont pas le droit à leur appareil téléphonique à l'école pour le secondaire, mais primaire non plus, là, mais maintenant avec l'interdiction des cellulaires à l'école, ils n'ont pas le droit de la journée, donc ils reviennent, peut-être qu'ils ont envie d'aller sur leur cellulaire, mais là, s'ils n'ont pas vraiment bougé dans la journée puis ils ne bougent pas le soir, on a un problème. Et dès qu'on néglige une des bases, ça affecte le fonctionnement scolaire, la disponibilité aux apprentissages, la gestion du stress, de l'anxiété, la gestion des émotions, ça affecte notre fonctionnement complet. Donc, le A, activité physique, assurons-nous que nos jeunes continuent de bouger. Ne serait-ce qu'au retour de l'école, d'accueillir et avant d'entamer la routine de soirée, aller faire vider la genre de stress là, en bougeant. L'activité physique, c'est une excellente stratégie pour éliminer le stress, pour canaliser le stress. Donc, créer du mouvement, emmener les enfants au parc, sortez bouger, allez bouger vous aussi avec les enfants, allez faire du vélo, il fait encore beau, allez marcher, allez jouer dehors. Donc, permettez à l'enfant et à l'adolescent, avant de commencer la routine de soirée, d'aller bouger, c'est vraiment nécessaire. Donc, on reprend bien-être de l'adulte, activité physique. Le S, c'est pour stress et capacité d'adaptation. Je vais vous en parler ce soir, des stratégies pour gérer le stress. E, c'est écran de loisir. Le cerveau, il n'est pas conçu pour se développer devant un écran. C'est le fun, on aime ça être sur nos écrans de loisirs. La recommandation est à 2 heures au maximum par jour pour les jeunes de 6 à 17 ans. Au-delà de 2 heures par jour, on voit des impacts significatifs sur le fonctionnement, dont une baisse d'attention de concentration, une augmentation de l'agitation, une augmentation des symptômes de stress et d'anxiété, voire même des symptômes de dépression. Plus on voit que les adolescents, notamment les adolescentes, s'exposent aux réseaux sociaux, plus il y a de symptômes de stress, d'anxiété et de dépression. On voit que ça affecte aussi la qualité du sommeil, l'endormissement, donc, c'est important d'encadrer et de responsabiliser nos jeunes face aux écrans. Responsabiliser les jeunes, c'est vraiment important. On doit leur apprendre à vivre avec le numérique. Ils grandissent à l'ère du numérique, mais comme parents, on doit mettre un cadre qui assure, qui protège leur cerveau du bon développement et gérer les écrans loisirs en fait partie. Donc, écran loisirs et le dernier S, c'est le S de sommeil. Donc, ces 5 bases-là, je vous dirais, c'est ça la priorité. De tout le temps, là,
Mais encore plus quand on vit une situation, un événement où il y a plus de stress. Donc, la rentrée scolaire, la transition primaire-secondaire, lorsqu'on est dans des moments de vie où on vit davantage de stress et d'anxiété, c'est d'autant plus important d'offrir au cerveau ce dont il a besoin pour être capable de fonctionner. Parce que lorsqu'on néglige une ou l'autre des bases, ça affecte notre fonctionnement. Et là, parfois, on voit des manifestations, on va dire, ben, il n'est pas disponible aux apprentissages, il a de la difficulté à se concentrer. Et là, on peut l'attribuer, par exemple, ben, mon jeune, il y a des troubles d'apprentissage, c'est pour ça qu'il y a de la difficulté. Ou il y a un TDAH, c'est pour ça, il manque d'attention, de concentration, c'est plus difficile. Ou il a un trouble anxieux, donc c'est pour ça. Mais on oublie que, à la base, si on prend soin de l'hygiène de vie et qu'on offre au cerveau ce dont il a besoin, beaucoup de symptômes vont se résorber et dans certains cas, vont disparaître. Donc, avant d'aller voir, mon jeune vit avec des troubles d'apprentissage, ou il vit avec un TDAH, ou il vit avec un trouble anxieux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse spécifique pour lui avant d'aller dans le spécifique, redonner au cerveau ce dont il a besoin. Et une fois qu'on aura bien investi les bases, on va voir est-ce qu'il reste des difficultés. Et si c'est le cas, là, on va aller vers des interventions plus spécifiques. Mais autrement, les bases, ça améliore toujours le fonctionnement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'intervenir sur toutes les bases en même temps, là. Il faut quand même pas se créer du stress à prendre soin de nos bases. C'est pas ça. Chaque fois que vous intervenez consciemment sur une base, par exemple, oh, on a plus de difficultés à dormir, on se couche plus tard, la routine est dure à reprendre, ben, on va aller bouger au retour de l'école. Mais quand on va bouger, non seulement ça va agir sur mon pilier de stress parce que ça va évacuer du stress, mais en plus, ça va améliorer la qualité de sommeil. Donc, ça va favoriser le sommeil d'avoir bougé dans la journée. Donc, on vient jouer aussi sur le pilier du S. Puis pendant qu'on est à l'extérieur en train de bouger, on n'aborde pas nos téléphones. On ne va pas jouer au parc avec les téléphones. Donc, on n'est pas sur un appareil électronique. Donc, vous voyez, des fois, quand on agit sur un pilier, ça agit sur plusieurs piliers. Donc, pour avoir des outils gratuits, j'en ai plein sur mon site web, sur le pasapa.ca. Vous allez dans l'onglet Base et il y a un onglet Outils gratuits base. Dans cet onglet-là, vous avez des outils à télécharger. Vous avez des webinaires que j'ai faits qui sont disponibles, qui sont 100% gratuits. Mon approche base, c'est un programme en ligne que les écoles, les centres de services scolaires abonnent les parents. Lorsque l'école s'abonne au programme base, ça donne accès pour toute l'année scolaire à 5 conférences web, les 5 piliers que j'ai vous parler, et tous les parents et tous les membres du personnel scolaire, ils sont abonnés. Donc, toute l'année, ils peuvent aller écouter les capsules selon leur intérêt, selon leurs besoins, avoir des trucs super concrets pour agir sur les bases, 45 outils à télécharger pour mettre en pratique les stratégies au quotidien, pour réfléchir à comment on investit les bases, des rappels, des infographies. Puis je fais des Q&A, des webinaires mensuels comme ça où je viens répondre à vos questions pour vous aider. Donc, les écoles, les centres de services peuvent abonner, les parents peuvent s'abonner, leur organisation, mais vous pouvez aussi, de votre côté, profiter d'un accès gratuit à une introduction aux bases. Donc, si vous allez en haut de la page, l'outil gratuit base, vous dites je profite de mon accès gratuit, vous allez avoir déjà 1 heure et demie de contenu libéré gratuitement. Le programme au total, c'est un 10 heures. C'est à peu près 2 heures par pilier, divisé en petites capsules de 5, 10, 15 minutes pour faciliter le visionnement, mais vous avez accès à des capsules gratuites. Donc, vous avez plein de matériel pour déjà investir les bases sans être abonné au programme. Mais l'école peut s'abonner, vous comme parent, vous pouvez décider de vous abonner, les centres de services peuvent s'abonner, puis vous pouvez comme parent dire, mais nous, on aimerait ça être abonné au programme base. Donc, vous pouvez suggérer à l'école via le conseil d'établissement de vous abonner au programme base. Donc, pour septembre, là, les bases, investissez-les, ça fait une différence vraiment, vraiment incroyable. Mais après ça, bien, il reste quand même des défis, hein, des défis spécifiques qui sont là. Alors, je vais vous proposer des stratégies pour vous adapter en douceur à la rentrée scolaire. OK? Donc, d'abord, je vous disais tantôt que certains jeunes n'ont pas envie de retourner à l'école. Il y a des jeunes qui sont stressés le soir. Des fois, c'est le soir quand ils vont se mettre au lit que là, c'est plus l'heure de parler, là, c'est l'heure de se coucher, que l'enfant va se mettre à se confier, puis à dire, il est arrivé telle chose aujourd'hui à l'école, il s'est passé ça, je me sens stressé, je me sens anxieux. Prenez le temps, planifiez un moment où vous prenez le temps avec votre enfant d'en parler. Et ça va arriver régulièrement que les parents vont dire, ben non, mais c'est tannant parce que c'est toujours à la mise au lit que là, il veut parler. Petite stratégie, allez au lit 15 minutes plus tôt. Couchez-vous avec votre enfant. Prenez le temps de parler avec.
c'est un moment propice à l'échange, surtout lorsque le parent est disponible. Donc, en période de début d'année scolaire, alors que le vase y est plein comme ça, si on peut prendre l'occasion de discuter de ça avec notre enfant, puis vider, hein, parce que le lien parent-enfant, ça sécurise le cerveau. Quand on remplit le vase d'attention, d'amour, puis vraiment là, on a de l'intention de soutenir notre enfant, ça l'apaise le cerveau. Puis c'est démontré, là, par la science, c'est démontré que le fait d'être en présence d'un adulte soutenant et bienveillant, ça l'apaise le cerveau et ça permet une reconnexion au cortex préfrontal. Donc, prenons le temps de planifier à notre horaire des moments de qualité avec notre enfant pour remplir ce seau-là d'attention, d'amour, de temps de qualité partagé où on n'est pas en train d'écouter un film, on n'est pas en train de jouer sur le téléphone ensemble, on est ensemble en train de partager un moment et ça aide vraiment beaucoup à réguler les systèmes nerveux. Ensuite, j'ai envie de dire, l'enfant, là, il le sait. Par exemple, on parle des enfants qui ont des défis d'apprentissage, des troubles d'apprentissage. Ils le savent qu'ils ont des défis. Parlons-en. De ne pas en parler en espérant comme si c'est pas là ou comme si on espère que cette année, il n'y aura pas de défis. Mais généralement, les familles que j'accompagne, qu'à chaque année, il y a des défis, parce que c'est souvent la réalité. Des jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage, à chaque année, il y a des défis. Mais parlez-en d'avance. Dites à l'enfant, par exemple, mais toi, tu vis comment ton entrée scolaire? Pour toi, qu'est-ce qui a bien été l'an passé, puis qu'est-ce qui a été plus difficile? De quoi tu aurais besoin cette année pour que ton année scolaire se passe un peu mieux? Peut-être qu'il va vous dire, si tout va se passer mal, j'aime pas ça l'école. OK, mais c'est pas pour que ça se passe bien, pour que ça se passe un peu moins mal, pour que ce soit juste un petit peu moins difficile pour toi. Qu'est-ce qui pourrait être différent pour toi? Dans les choses que nous, on peut faire, dans les choses que toi, tu peux faire, dans les choses que moi, je peux faire, dans les choses qu'on peut faire ensemble, de quoi tu aurais besoin pour que ton année scolaire se passe un petit peu mieux, que tu aies un peu plus de plaisir ou que tu te sentes bien dans ton année scolaire. Puis très jeunes, les enfants ont des réponses super intéressantes quand on les consulte, quand on leur demande leur avis. Et je vous garantis, c'est comme ça dans n'importe quel sujet, c'est pas parce qu'on en parle que ça va créer des problèmes. C'est pas parce que vous parlez de défis potentiels qu'il va y avoir des défis. Au contraire, ne pas en parler, ça peut amener des défis, ça peut augmenter la pression, le stress, l'anxiété, parce que c'est comme l'enfant, il sait que ça va pas bien, mais on n'en parle pas, on fait comme si c'est pas là. C'est très insécurisant et l'enfant, il n'arrive pas à savoir est-ce que j'ai un bon ressenti, est-ce que j'ai un bon instinct. Donc, il devient très insécure. Alors, on va aller normaliser ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est réel et c'est valide. Tu as bien compris la situation. Tu as raison que c'est plus difficile. Tu trouves ça difficile, alors ta réalité, elle est vraie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là pour t'aider? Qu'est-ce que tu as aimé l'an dernier qu'on pourrait recommencer cette année? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé pour voir qu'est-ce qu'on pourrait modifier cette année? Donc, consulter l'enfant, c'est toujours bénéfique, même quand il est tout petit. Et l'enfant, pour agir sur le C de ciné, l'acronyme ciné de stress, plus on va redonner du contrôle à l'enfant et à l'adolescent et à l'adulte aussi, là, plus ça va diminuer les symptômes de stress. Donc, ne serait-ce par exemple que pendant la période de devoirs et leçons, dire voici ce qu'on a à faire aujourd'hui, trois, quatre cases à cocher, par quoi aurais-tu envie de commencer? De donner du contrôle à l'enfant. Est-ce que tu veux commencer par sortir tel cahier ou tu veux commencer par sortir tel cahier? Est-ce que tu veux prendre une pause de 5 minutes tout de suite ou est-ce que tu veux qu'on essaie de poursuivre avec ça? Donc, donner des choix à l'enfant aussi pour qu'il puisse prendre action, sentir qu'il ne fait pas que subir son quotidien, il est capable de l'influencer lui aussi. Et plus il va sentir qu'il est capable de l'influencer, qu'il a son mot à dire et qu'il est entendu, moins il va y avoir de réponses de stress. Donc, impliquer l'enfant. Planifier les périodes de devoir leçon, on va en reparler là. Euh, Parlez-en avec l'école aussi. C'est super important la collaboration parents-école parce que des fois les parents vont me dire je vais attendre que l'année scolaire débute parce que c'est un nouvel enseignant, je vais voir peut-être qu'il n'y aura pas ces difficultés-là cette année. Je vais attendre de voir comment le prof comprend les difficultés de mon enfant. Peut-être que lui, il va trouver ce prof-là que mon enfant a finalement pas tant de défis que ça. Donc, on vit comme un peu dans l'espoir que ça se passe bien, alors que ce qu'on observe, c'est que
l'enseignant, s'il n'a pas d'informations, ben, il va y aller avec ce qu'il connaît. Donc, il y a un plan d'intervention, il va avoir eu de l'information qui va avoir été véhiculée dans l'équipe école, mais il lui manque le morceau de casse-tête de la maison. Puis, comme il n'y a pas encore le lien avec l'élève, il lui manque aussi le bout de casse-tête de l'élève. Donc, lui, il agit avec ce qu'il peut, là. Il y a juste les bouts de casse-tête qui lui appartiennent. Le plan d'intervention, ce que l'enseignant peut-être lui a dit comme information, ou la TS ou le TS s'il connaît votre enfant. Donc, plus on va pouvoir rassembler nos bouts de casse-tête ensemble et dire, voici nous ce qu'on vit à la maison. Voici de quoi mon enfant aurait besoin cette année. Moi, comme parent, là, voici ce que j'aurais besoin cette année. Voici ce qui fonctionne avec mon enfant, puis voici ce qui, jusqu'ici, a vraiment pas fonctionné. Ça va permettre aussi à l'enseignant de ne pas perdre de l'énergie sur des actions qui ne fonctionnent pas avec votre enfant ou qui n'ont déjà pas fonctionné dans le passé. Mais l'enseignant, lui, s'il ne sait pas et qu'il n'a pas votre bout de casse-tête, il ne peut pas le savoir. Donc, c'est important dans les rencontres de début d'année, quand vous avez du temps avec l'enseignant, puis on n'est pas obligé de prendre une heure de rencontre pour ça, mais ne serait-ce de dire, tu sais, pour nous, le parcours scolaire, ça se peut qu'on vive des difficultés, voici les difficultés, voici comment on pourrait collaborer cette année. Si vous avez des questions pour mon enfant, n'hésitez pas à me communiquer, et moi, je n'hésiterai pas non plus à vous communiquer si je rencontre des difficultés. Ne serait-ce que si vous savez à chaque année que vous passez un temps épouvantable sur les devoirs et les leçons, parlez en début d'année avec votre enseignant. Et je travaille dans le milieu scolaire depuis très longtemps, là, en collaboration avec le milieu scolaire. Puis les enseignants disent, mais dites-le nous, si vous passez un temps épouvantable sur les devoirs leçons, on va vous aider, on va prioriser, on va vous dire, ben, écoute, fais ça et ça, laisse tomber. Donc, ils vont vous accompagner là-dedans, restez pas seul avec ça, parce que c'est extrêmement épuisant pour les parents de se dire, non, non, là, il faut finir les devoirs, c'est ça qui est demandé, et là, ça devient un conflit avec l'enfant, c'est super difficile à tous les soirs de lui dire qu'il doit faire ses devoirs leçons, alors que les autres amis jouent dans la rue. Les enfants sont dehors, puis on les entend. Des fois, le frère et la sœur, lui, a le temps de jouer, faire d'autres choses en soirée. Puis l'enfant qui a des défis d'apprentissage, il est à la table toute la soirée en train de faire des devoirs et des leçons. C'est super long. On a des conflits. Parlez-en à l'école, si c'est votre cas. C'est super important et je suis convaincue qu'ils vont pouvoir vous accompagner. Donc, et toujours pour septembre, là, donc en septembre, on accueille les émotions de l'enfant, on parle du stress qui est vécu, on donne le droit de ne pas aimer ça puis de ne pas avoir envie d'y aller, mais c'est important, alors je vais t'accompagner. De quoi tu aurais besoin cette année? Qu'est-ce qui a fonctionné ou pas l'an dernier? On demande l'avis à l'enfant et on collabore avec le milieu scolaire. On installe septembre. Ensuite, à travers tout ça, hein, il y a les devoirs et les leçons qui reprennent, qui peuvent être c'est souvent dans les choses qui ne sont pas apportées. Les parents vont dire, ah, souvent c'est les lunchs qui reviennent qui font réagir les parents, puis les devoirs leçons. C'est comme, bon, les lunchs qui recommencent, puis les devoirs leçons qui recommencent. Donc ça, c'est comme deux responsabilités des fois qui peuvent nous coûter beaucoup d'énergie. Alors, on va y aller avec des stratégies maintenant pour gérer les devoirs leçons, là, se réapprivoiser, pardon, la période de devoirs et de leçons. Donc, juste avant que je poursuive pour cette partie de voir leçon, est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous me suivez? Là, je vois un commentaire ici, je vais pouvoir le lire. Dis-moi, est-ce que ça va? Comme on voit des pouces, des cœurs. OK, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous le déposez en zone de clavartage et je vous garde une période à la fin aussi pour les questions. Donc, je vois un commentaire qui me dit TDC et douance, c'est son enfant. L'organisation, planification, motricité sont difficiles. Beaucoup de frustration et fatigué à la fin de la journée. Les travaux, devoirs, c'est difficile à compléter dans les temps. Mon ex-conjointe et moi, nous avons refait notre primaire. Je comprends ce que vous voulez dire. Et on va sûrement un peu, et on va refaire sûrement un peu de notre secondaire aussi, je crois, pour l'aider. Ça demande beaucoup de temps aux parents, beaucoup d'efforts, d'engagement pour accompagner. Puis moi, ce que les parents me disent, si on les prend entre les deux, on est bien conscient qu'on ne veut pas lui faire passer 2 heures à faire des devoirs et des leçons, mais en même temps, c'est parce qu'il se met en retard dans tout. Donc, ça lui met une pression, il est plus anxieux, il est stressé de ne pas avoir fini le lendemain, on se fait dire qu'on n'a pas fini les devoirs à la maison. Donc, il y a tout ça, là, c'est la balance. Donc, c'est pour ça, j'ai resté pas seule avec ça. Parlez-en avec l'équipe école pour dire, voici notre réalité, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on priorise en ce moment pour que la relation par enfant demeure la plus positive que possible, là. La maison doit rester un lieu dans lequel on a envie d'aller se déposer. C'est notre lieu réconfort.
c'est revenir à la maison implique se chicaner constamment, être pris à tous les soirs dans les devoirs leçons, dans une ambiance tendue, mais il n'y a personne qui se dépose, puis ça se peut qu'on n'ait pas tant le goût de retourner à la maison le soir, nous non plus, là. Donc, parlez-en avec l'équipe école. Donc, au niveau des devoirs et des leçons, puis ça, c'est bon pour tout le monde, hein, pas juste pas spécifiquement pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou autres difficultés qui peuvent affecter le fonctionnement scolaire. J'en ai parlé au début dans le pilier activité physique. Lorsque votre enfant, votre adolescent revient de l'école, c'est important qu'il ait une pause, une transition avant d'entamer la routine de soirée. Donc déjà, pour le système nerveux, hein, ça surcharge à l'école, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup de monde autour de nous, beaucoup de tâches qui nous demandent de l'attention, de la concentration. Ça coûte de l'énergie énormément, énormément aux élèves et aux adultes qui travaillent également. Donc, au retour de l'école, c'est important qu'ils vident leur verre de stress avant de recommencer la routine de soirée, puis peut-être en rajouter dedans. Autrement, s'ils reviennent puis sont là, puis vous commencez les devoirs leçons pour vous en débarrasser le plus vite que possible puis qu'ils puissent aller jouer dehors, mais ça se peut que c'est suffisant pour faire déborder. La crise est partie. Et une fois que la crise est partie, bien d'abord, c'est long à calmer. Après ça, il faut faire les devoirs. Là, il y a une ambiance qui est vraiment pas agréable dans la maison. Puis après, un tout et rien les déclenche. Son frère l'a pas regardé de la bonne façon. Vous n'avez pas posé la bonne question. Là, il vous répond bête. Là, ça fait 3 avertissements à vous donner. C'est comme là, tu vas avoir des conséquences. Arrête. Toute la soirée est super tendue. Mais ça, c'est parce qu'une fois que le verre d'eau il a débordé, que l'enfant a fait une crise, hein, bien, ça ne revient pas à zéro. Ça va décharger juste assez pour retrouver son calme, revenir en certain contrôle avec l'accompagnement de l'adulte. Enfants, adolescents, lorsqu'ils sont en décharge, qu'ils sont en crise, ils ont besoin de notre soutien pour revenir au calme. Leur cerveau n'a pas encore les structures nécessaires, les habiletés pour exercer seul le retour au calme. Ils ont besoin de notre accompagnement. Donc, quand le verre d'eau, ben, il s'est revidé un petit peu, il est ici, mais des fois, ça ne prend pas grand-chose pour revenir en crise. Ça, je disais, le frère n'a pas regardé de la bonne façon, c'est pas le souper que vous aviez dit que vous alliez faire, vous aviez dit que vous alliez l'aider, mais là, votre deuxième enfant aussi vous demande de l'aide. Donc là, c'est pas juste, ou lui a le droit de faire ça, pas moi. C'est comme tout et rien pour faire une crise, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut le vider, le verre d'eau. Donc, peut-être que vous pouvez me déposer, ça va vous faire un petit exercice, là, tout de suite dans la zone de clavardage. Donnons-nous des exemples, peut-être que ça va inspirer d'autres parents aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre enfant ou qu'est-ce que vous pouvez l'inviter à faire comme activité qui l'aiderait à vider son verre d'eau un petit peu? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Évidemment, l'activité physique, mais c'est quoi les activités que vous faites avec vos enfants? Vous dites, OK, ça c'est vrai que ça l'aide. Quand il a besoin de revenir au calme ou de dépenser cette énergie-là, ça l'aide. Donc, si vous pouvez en déposer dans la zone de clavardage, ça va inspirer d'autres parents aussi. C'est important qu'on se soutienne entre nous parce que quand vous arrivez dans mon bureau, dans le bureau de mes collègues, plusieurs parents pensent être les seuls à vivre cette réalité-là. Puis là, on se rend compte quand on se réunit comme parents, quand je fais des conférences en salle, puis qu'on est tous ensemble, faire OK, on est plusieurs à vivre ça. Là. Je ne suis pas toute seule chez moi à vivre ça. Alors, on peut s'inspirer les uns des autres. Alors, écrivez des stratégies. Ça pourrait aider d'autres parents ce soir de le faire. Ensuite, pour favoriser l'attention, la concentration durant la période de devoirs et leçons. Là, on sait le contexte, là, prenons conscience du contexte. Le jeune est allé à l'école toute la journée, son verre d'eau s'est rempli, on a essayé de le vider un petit peu en allant bouger, faire une activité avec votre enfant, passer un moment de qualité. Et là, on va se remettre dans un contexte d'apprentissage, d'études où on doit redonner de l'attention et de la concentration pendant un moment défini. Donc déjà, l'attention et la concentration le soir, c'est plus difficile, notamment si on a des défis d'apprentissage, si on vit avec un TDAH, ça peut être difficile. Des jeunes qui vivent avec un TDAH qui le soir, mais la médication fait moins effet ou ne fait plus effet, mais c'est d'autant plus difficile. Donc là, il faut nous-mêmes adapter l'environnement pour dire comment moi je peux modifier mon environnement pour favoriser la disponibilité aux apprentissages. Je ne peux pas laisser la responsabilité seule à mon enfant ou à mon adolescent de dire, ben là, concentre-toi. Si c'était aussi simple que concentre-toi, puis on est concentré, ça fonctionnerait. Donc, on va dire, ben là, concentre-toi et fais-le. Mais c'est quoi se concentrer? C'est comme, mais j'essaie de me concentrer, mais mon cerveau, il veut pas. Donc, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire comme adulte
pour aider mon enfant, pour adapter l'environnement et comment je peux aider mon enfant, mon adolescent aussi qui grandit à se responsabiliser. C'est comment moi, comme ado, là, je peux adapter mon environnement pour favoriser ma disponibilité aux apprentissages. Donc, comment on rend un cerveau plus disponible aux apprentissages? Diminuer les distractions. Diminuer les distractions, ça peut être trois choses. Est-ce qu'en ce moment, je suis dans un environnement qui a des distractions, qui me distrait de ma tâche ou qui favorise le calme et la concentration? Donc, c'est sûr que si je fais mon devoir dans le salon avec ma soeur qui écoute la télé, mes parents qui font la vaisselle en arrière et qui parlent, et il y a un bruit de fond autre, ben c'est pas un environnement pour le cerveau pour être attentif et concentré. Donc, déjà de définir, ce serait où l'endroit dans la maison qui est le plus propice à créer une disponibilité pendant tant de temps. Suggestion, pas le lit. Pas le lit parce que le cerveau fait plein d'associations. On ne veut pas que le cerveau associe lit, détente, repos à agitation mentale, peut-être stress, les idées qui roulent. On ne veut pas associer ça ensemble. Un jeune, même un adulte qui travaille dans son lit, on va voir que ça va arriver que le soir, lorsqu'il s'installe au lit, le cerveau il fait Hey, ben c'est le temps de s'éveiller, c'est le temps de se concentrer, c'est le temps de s'activer, et il fait tout sauf se reposer. Donc, on va cibler idéalement un endroit qui n'est pas le lit. Donc, un espace de la maison ou un endroit, peu importe. Essayez de réfléchir d'avance et parlez-en avec votre enfant. Ce serait où l'endroit où tu te sentirais bien pour faire tes devoirs et tes leçons? Quel endroit te permet d'être un petit peu plus concentré? Qu'est-ce qui t'aide à te concentrer? Puis, c'est vraiment important d'impliquer les enfants parce que ce qu'on veut, oui, on veut aider notre enfant, mais on veut développer ses capacités d'adaptation. Si je ne fais que choisir moi-même l'endroit. Si par exemple, mes filles, je définis que, OK, il y a cet endroit-là dans la maison, euh, mettons que c'était dans le sous-sol, il y a un espace où, OK, on peut faire un petit bureau de travail là, c'est plus tranquille, les filles aiment ça être à cet endroit-là. OK, ben ça va être là cette année. Ben, elles vont faire leurs devoirs là si je leur demande d'aller faire des devoirs là. Mais moi, ce que je souhaite comme parent, c'est de me dire, je veux que mon enfant comprenne ce qui m'a poussé à prendre cette décision-là pour qu'elle puisse ben, utiliser la stratégie et réutiliser la stratégie dans d'autres contextes de leur vie. Donc, plus je vais éveiller leur jugement critique, plus je vais les faire réfléchir à quelle action serait bonne pour toi et pourquoi. On va la tester puis on va en reparler ensemble. Bien, plus l'enfant va développer ses capacités d'adaptation, moins il va être dépendant de l'adulte. Ça marche pas, là, je suis pas bien ici, là, installe-moi ailleurs. Mais comment installe-moi ailleurs? Installe-toi ailleurs. Mais il sait pas comment s'installer ailleurs. C'est nous qui avons choisi pour lui. C'est nous qui avons tout adapté l'environnement. Donc, il n'a pas développé cette capacité-là. Donc, dès qu'il a ce besoin-là, il revient à l'adulte puis il dit, tiens, ça marche pas, là, fais-le pour moi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est dire, quel endroit dans la maison, dans notre espace, serait le plus propice pour toi? Il dit, OK, je veux que ce soit à cet endroit-là. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui, selon toi, va t'aider à te concentrer? Puis qu'est-ce qui pourrait te distraire? Bon, mettons que l'enfant dit, ou mes filles me disent, ben moi, je voudrais être sur ton bureau de travail. Là, il aime ça jouer dans mes trucs de travail, mon bureau de travail. OK. Est-ce que ça va t'aider à te concentrer? Puis là, j'ai beaucoup de choses, là, mon tour, là. Ouais, OK. Ben, on va ranger mes choses. Donc, vivement, j'ai pas beaucoup de choses à ranger. Donc là, OK, je vais ranger et je vais mettre à leur disposition seulement le matériel qu'elles ont besoin. Et je vous invite vraiment à faire ça avec votre enfant. Identifiez le matériel qu'ils ont besoin et ne sortez que le matériel dont ils ont besoin. Ils ont un devoir de français, de mathématiques à faire et la révision de géographie. Sortez pas tout en même temps. C'est comme des appels pour le cerveau. Non, le moins de distraction que possible. On sort les mathématiques. De quoi tu as besoin pour faire ton devoir de mathématiques? Telle chose. OK, vas-y. Sors ton matériel. Ne le sortez pas pour l'enfant. Il va toujours être dépendant que vous sortiez le matériel pour qu'il commence ses devoirs. Donc, c'est normal qu'on ait besoin de l'accompagner. Ça demande du temps, cet accompagnement-là. Mais soyons conscients
que cette énergie-là qu'on met à les accompagner serve à développer leur habileté et non pas à le faire à leur place. Autrement, les parents sont épuisés, ils vont dire à tous les soirs, c'est pareil. Il faut que je prépare son matériel, il faut que je l'installe. Dès que je m'en vais, il m'appelle, il ne travaille plus pendant que je suis en train d'aider sa soeur ou son frère. Il a toujours besoin que je sois à côté. Oui, mais probablement, puis ce qui est le cas, puisque ma carrière m'a montré, c'est qu'on fait beaucoup à la place de l'enfant. Tiens, là, prends ce crayon-là. Tiens, prends le crayon. Je m'en vais te le chercher. Je te donne le crayon. OK, mais pourquoi il ne l'avait pas déjà avant de commencer? Quand il lit la consigne, encercle en rouge le matériel. OK, mais pour ton devoir, tu as besoin de ton crayon à mienne, puis il va falloir t'encercler en rouge. Donc, va chercher ton crayon rouge. On envoie l'enfant le chercher. On lui montre comment on fait ça, préparer du matériel. OK. Puis là, quand il y a une question que tu ne peux pas répondre, regarde ce qu'on fait. On passe à la prochaine question. Puis quand je vais revenir, je vais t'aider pour cette question-là. Donc, on montre c'est quoi les stratégies d'adaptation à l'enfant. Parce qu'autrement, ils ne font qu'attendre qu'on soit à côté d'eux. Puis, des fois, on va dire, oui, mais mon enfant, ce que j'entends, c'est, oui, mais il a un défi d'apprentissage ou elle vit avec un défi d'apprentissage, un trouble d'apprentissage, elle a besoin que je le fasse. Puis les jeunes vont me dire qu'ils sont bien tannés que les parents soient toujours en train de tout faire à leur place. Parce que d'abord, ça envoie des messages, hein, qui est vraiment pas le message que les parents veulent envoyer, ceci dit, là. Mais ça l'envoie aussi le message de je n'ai pas confiance que tu peux le faire par toi-même. Je n'ai pas confiance que tu vas bien le faire si tu le fais seul par toi-même. Alors l'enfant, ça l'affecte son estime personnelle et il remet, mais il faut que tu sois là, sinon moi je suis pas capable. Donc, nos actions doivent démontrer à l'enfant qu'on a confiance. Puis c'est comme ils vont se tromper, là. Ils vont apprendre en se trompant. Puis on va être là, puis on va en prendre soin. Puis je sais que pour notre cœur de parent, c'est difficile. C'est dur de voir notre enfant avoir de la difficulté. Mais à certains égards, on va prendre soin. Là, on ne s'amuse pas à créer des malaises aux enfants. Là. Mais s'il n'a pas le malaise de devoir attendre parce qu'il n'a pas son matériel, puis il trouve ça long, mais jamais il va se lever pour aller le préparer. Donc, il faut accompagner nos enfants et leur montrer comment faire les choses, mais ne pas les faire à leur place. Le faire avec eux pendant la phase d'apprentissage, mais ensuite le faire en phase de soutien. Donc, on pourra en reparler dans un prochain webinaire. Donc, vraiment, limiter les distractions, un endroit où ils vont être confortables, le matériel nécessaire seulement et fermer les écrans, notamment les écrans de loisirs. Pas de cellulaire pendant qu'on est en train de faire les devoirs et les leçons. Aller déjà investir le E de base, là, écran de loisirs. J'ai beaucoup de matériel, même que j'ai une page sur mon site web pour la prévention numérique. Dans pasapa.ca, dans outils gratuits, j'ai un onglet prévention numérique. J'ai une capsule vidéo que vous pouvez écouter avec votre enfant qui explique pourquoi les écrans de loisirs sont si addictifs et pourquoi ils nous déconcentrent. Les écrans de loisirs sont constamment en train de fragmenter notre attention. Donc, lorsque je suis en train de faire mes devoirs et mes leçons et que j'ai mon cellulaire à côté de moi, même si le cellulaire est face contre terre, que je ne vois pas mes notifications, je sais qu'il peut y avoir des notifications. Je sais ce qui se passe dans mon téléphone. C'est suffisant pour diviser l'attention. Et le cerveau, même si les jeunes vont dire oui, mais moi, je suis habitué là, de faire deux affaires en même temps. Tu n'as pas un cerveau plus extraordinaire que personne. Il n'y a personne qui peut mettre 100% de son attention dans le cellulaire et 100% dans le devoir. Quand tu fragmentes l'attention, les pourcentages se divisent. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Cette compétence-là ne se développe pas. Je ne peux pas être bonne à diviser mon attention puis à faire plein de choses en même temps. Puis la raison du burn-out, là, surcharge mentale, on essaie de faire plein d'affaires en même temps tout le temps. On répond à des courriels en même temps qu'on est en train de faire une tâche au travail, qu'on répond à nos textos, puis si on travaille de la maison, on brasse la sauce à spaghetti, on part une brassée. Pendant que je vais repartir la brassée, oh, je vois Laetitia du chat, je le fais, je remonte en haut, j'ai 3 nouveaux textos, je réponds. Je finis la journée, là, je suis comment épuisée. J'ai fragmenté mon attention toute la journée. Le cerveau humain n'est pas fait pour fragmenter son attention constamment. Ça nous mène directement à la fatigue, à l'épuisement. Donc, on doit avoir des périodes qu'on appelle du deep work. C'est je me concentre sur une tâche pendant une période X. Par exemple, je vais faire ce devoir-là pendant 15 minutes, quitte à mettre un sablier à côté de moi, time timer 15 minutes, j'enlève mon téléphone, j'enlève les distractions et je ne fais que ça pendant 15 minutes. Et on est beaucoup, beaucoup plus productif. Mais si on savait combien de distractions on a, puis là, on va dire, mais il ne fait pas ou c'est difficile parce qu'il a un trouble d'apprentissage, c'est difficile parce qu'il a un TDAH. Oui, il vit avec un TDAH, des défis d'attention, mais le contexte, il n'est pas bon pour personne.
Travailler avec un cellulaire, d'un environnement bruyant, avec le matériel inadapté, c'est pas bon pour personne, qu'il ait un trouble d'apprentissage ou pas. Donc, c'est là revenir aux bases, c'est donner les conditions au cerveau pour qu'il soit capable d'exécuter les tâches qu'on lui demande. Donc, d'encore plus, si on vit avec un défi ou avec un trouble spécifique, de dire, ben, mon cerveau, d'autant plus, il faut que je lui donne le coup de pouce nécessaire pour qu'il soit capable de réaliser la tâche qui demande beaucoup d'efforts. Donc, limiter les distractions, ça peut être vraiment, pas ça peut, ça va être absolument bénéfique. Tantôt, je lisais le commentaire d'un parent qui disait qu'il passe beaucoup de temps là, à faire les devoirs et les leçons. Fixez-vous un temps limite. Fixez-vous un temps limite le soir pour permettre d'équilibrer les différentes sphères de vie, faire en sorte que l'enfant, l'adolescent, n'est pas constamment en train de faire des devoirs et des leçons le soir, alors que c'est difficile, qu'il n'y a plus d'attention, qu'il est rendu fâché, découragé. Puis plus il est fatigué, moins c'est efficace. Donc, on ne peut pas lui passer la soirée. Donc, on va se donner un temps limite. Ça, vous pouvez en discuter avec l'école. Qu'est-ce qui est réaliste comme temps limite? On va aussi demander aux jeunes, ton énergie, là, t'en as jusqu'où? Puis comment on fait pour savoir que ce soir, là, il y a des soirs, là, parents, permettez-vous de faire, tu sais quoi, pour ce soir, là, ça se passera pas. Tu n'as plus d'énergie, je te connais, mon enfant, tu es fatigué, tu es épuisé. Là, on ferme les livres, puis on remplit là, ton seau d'attention, d'amour, d'énergie pour que tu sois capable de fonctionner demain. Parce que si on les tord comme des citrons à l'école, puis qu'on les tord comme des citrons à la maison, puis qu'il n'y a rien qui les regorge d'énergie, de vitalité, de plaisir, ça va créer du stress, de l'anxiété, de la motivation scolaire. Comme de motivation, pas de motivation scolaire. Donc, il n'y aura pas de magie qui va s'opérer. Ça va devenir super difficile. Donc, si vous sentez que le citron est pressé, là, il n'y a plus de jus qui va sortir de ça, arrêtez. Arrêtez, ça fait souffrance à l'enfant et vous vous faites souffrance comme adulte aussi. Parlez-en avec le personnel scolaire. Donc, donnez-vous un temps limite, respectez-le. Des fois, puis c'est pas mal intentionné, les parents veulent bien faire, les parents vous mettez une énorme pression, vous êtes dans votre rôle de parent, vous n'êtes pas l'enseignant de votre enfant. Les parents vont dire, OK, on s'est dit 30 minutes, mais là, t'as presque fini, là. Allez, t'avais presque fini, encore 10-15 minutes, puis t'as fini, là. On va rattraper le devoir d'hier, juste, ça allait bien, là, 10-15 minutes, puis on va le finir, puis ça va être fait. L'enfant peut plus vous faire confiance. Vous aviez dit 30 minutes, il a tout mis dans son 30 minutes, puis vous exagérez. Il vous fait plus confiance. Le lendemain, quand commence la période de devoir, il ne veut plus rien savoir. Il n'en veut plus de période de devoir parce que vous n'êtes pas la promesse. Donc, c'est important de dire, voici ce qu'on va faire ensemble, voici comment je vais t'accompagner et on va respecter notre entente. Après ça, ben, si l'enfant dit, on se donne un 20-30 minutes, ça fonctionne bien sur plusieurs jours, on va en reparler avec l'enfant. Comment ça se passe, les devoirs, les leçons pour toi? Je trouve que cette année, les devoirs leçons, ça se passe bien. Je trouve que tu arrives à compléter tes tâches. On coche, mettons, plus de la moitié des crochets sur la liste qu'on a à faire. Qu'est-ce que tu en penses si on s'ajoutait un 10 minutes? Comment tu vois ton énergie? Comment tu vois ça un 10 minutes? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire? Tu ferais quoi si on ajouterait un 10 minutes? Donc, impliquer l'enfant dedans aussi. Puis, quand on questionne l'enfant, je dis l'enfant, mais l'enfant adolescent, je veux dire votre enfant, là, ils ont des réponses. Ils en ont des réponses. Un jeune, il dit, personne ne me l'a jamais demandé. Il y a un défi d'apprentissage, pour parler de ça, comment s'organiser la période de devoir leçon, puis c'était vraiment le calvaire pour eux à la maison. Là. Puis je me mettons, d'un 15 minutes, tu commencerais par quoi, tu finirais par quoi? Puis il dit, tel type de tâche, là, je suis plus capable de faire ça. Mais telle autre tâche, ça, je suis capable. Mais là, on s'obstine à dire, ben, on va te faire faire ce qui est le plus difficile à la maison parce qu'on est là pour t'aider. Donc, comme on est là, on va faire ce qui est difficile. Mais le citron, il est pressé. Donc, il n'est plus capable de cette tâche difficile-là. Mais l'autre tâche scolaire dans laquelle il y a du plaisir, on ne lui fait jamais faire. Parce qu'elle est facile, puis il va être capable de le reprendre tout seul. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup d'espace de plaisir dans ces apprentissages. Puis il faut qu'il y en ait. Pour que l'humain ait envie de faire quelque chose, il faut qu'il y ait un espace de plaisir. Si école, apprentissage égale seulement stress, pression, frustration, déception, échec, il n'y a personne qui va dire mais je vais faire les efforts toute mon année scolaire et tout parce que l'école c'est important, la diplomation c'est important, puis plus tard un diplôme ça va me permettre de fonctionner. Je dis, il n'y a pas un cerveau qui fonctionne comme ça. Ça, c'est notre rationalisme d'adulte.
Il n'y a pas un cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des espaces de plaisir dans votre maison et dans les apprentissages. Donc, ça m'amène à comment on nourrit l'estime des enfants. Je vous montre une roue. Ça, c'est bon pour vous aussi. Hein? Je vais vous montrer à l'écran. Là. Imaginez une petite roue comme ça. Là, vous voyez, là, celle ici. Donc, dans cette roue-là, essayez de voir, de réfléchir à combien de pointes de tarte votre enfant, votre adolescent consacre dans une journée à l'école. Une journée typique là, de semaine. Là. Combien de pointes de tarte il consacre? Et la fin de semaine. Donc, pour se donner une idée. Moi, souvent, c'est un exercice que je fais faire aux jeunes, eux-mêmes. Là. Je dis, colorie-moi l'espace qui est occupé par ton école. École à l'école et devoir leçon. Et plus il y a des défis d'apprentissage, généralement, plus il y a de pointes de tarte qui vont être coloriées. Plus il y a de temps à la maison qui est consacré aux devoirs, leçons, études et tout ça. Puis c'est pas toujours efficace en plus. Mais sachant que plus on va prendre de pointes de tarte pour l'école, moins il en reste pour d'autres choses. Et si on reprend, si on pense l'idée que le jeune qui a des défis d'apprentissage peut vivre plus de stress, plus d'anxiété, plus d'échecs, plus d'isolement, plus de sentiments de ne pas se réaliser dans ce contexte-là, de ne pas sentir qu'il brille, qu'il rayonne dans ce contexte-là, bien, imaginez que 8 points sur 10, je me sens comme ça. Ou 9 points sur 10, je me sens comme ça. J'aurai pas beaucoup de plaisir au quotidien. Et ça va affecter ce que je suis comme personne. Donc, ça va être dur de nourrir mon estime personnelle, d'avoir confiance en moi, de reconnaître ma valeur lorsque dans 8 points sur 10, je me sens comme ça et je fonctionne avec difficulté et j'observe les autres fonctionner beaucoup plus efficacement que moi, avec beaucoup moins d'efforts que moi. C'est très difficile. Alors, libérer de l'espace pour des activités dans lesquelles ils se réalisent, des activités dans lesquelles ils brillent, qu'ils sont reconnus pour d'autres habiletés, talents, capacités que du scolaire. Que ce soit du sport, des arts, de la famille, de passer du temps avec des gens qu'on aime, d'aller s'impliquer, faire une activité de bénévolat, peu importe, que votre enfant ait du plaisir à se découvrir et redécouvrir dans des activités dans lesquelles il brille. Et c'est pourquoi les activités parascolaires, c'est génial et ça raccroche les jeunes à l'école. Et dans les activités parascolaires, que ce soit le sport, que ce soit les arts, ça peut être suffisant pour que votre enfant dise, ben, j'aime pas particulièrement le scolaire ou j'aime pas du tout le scolaire, mais je vais à l'école parce que j'aime tellement mon cours de volleyball, j'aime tellement ça, rejoindre mon équipe après l'école, j'aime ma gang, j'aime aller faire ça et ça fait partie de mon espace scolaire. Donc, c'est assez pour augmenter ma motivation scolaire. Donc, d'impliquer notre enfant, de voir dans quel autre espace, pointe de tarte, il se réalise. Puis ça se peut que ça fait des années qu'on fonctionne avec 8 pointes sur 10, 9 pointes sur 10. Donc, il va falloir aller découvrir, explorer. Donc, après, il n'y a pas de recette magique, là. Il faut découvrir, il faut explorer, il faut demander aux jeunes ce qu'ils auraient envie de faire, dire ça se peut qu'on essaie puis qu'on n'aime pas ça. En le faisant, ça se peut qu'on va, ben, on va l'essayer une fois, on va essayer de, je sais pas, monter, grimper une montagne. Finalement, on n'a pas eu de plaisir du tout, ni moi ni toi. Ben, on fera d'autres choses. On va rire du fait que c'était pas particulièrement agréable. Moi, je pensais que je serais bonne à monter à la côte. Finalement, on était super essoufflés, on était fatigués, on n'a pas particulièrement aimé ça. Mais c'est pas grave, on essaie autre chose. Donc, mettez pas de pression à ce qu'ils se découvrent une passion. Ben, des fois, c'est comme, ben là, trouve-toi quelque chose que t'aimes, là. Hey, c'est dur de trouver quelque chose qu'on aime dans la vie. Même comme adulte, on a de la difficulté. Donc, prenons le temps avec l'enfant de dire comment moi je m'assure comme parent, là, dans ma responsabilité de parent, comment je crée cet espace-là pour que mon enfant brille puis qu'il ait l'occasion de briller. Moi, je vais créer des conditions dans lesquelles mon enfant va briller, va se voir briller, va se sentir briller. Puis ça, ben, c'est notre responsabilité d'adulte. Je parle parents, mais parents, membres du personnel scolaire, voisins, ma tante, grand-mère. On est une communauté autour de l'enfant. Prenons soin des enfants, prenons soin des parents. Et ça fait une énorme différence. Et là, ça m'amène à mon deuxième point au niveau de l'estime de soi. Ici, hein, c'est le petit balancier. Ça, j'aime bien utiliser cet exemple-là avec les enfants, puis dire ça, c'est les mots
que tu te dis ou qu'on te dit, qui parlent de toi, mais souvent les mots que les autres nous disent parlent d'eux. Hein? Quand les gens nous disent qu'on se force pas assez, là, des fois ça parle d'eux. D'eux, leurs attentes, leurs besoins, leur déception de ne pas s'être forcé assez, leur compréhension de ce que c'est se forcer. Donc, les critiques qu'on reçoit des autres dans la vie en général, de toute façon, là, ça parle des autres, ça parle pas de nous. OK? Mais ceci dit, nous, comme parents, comme intervenants scolaires, on a une responsabilité de voir qu'est-ce que je dépose dans ce panier-là, de cet enfant-là, de cet ado-là. Quels mots j'utilise pour parler des efforts qu'il fait. Puis je comprends qu'on peut être fâché, qu'on peut être dépassé, puis épuisé quand vous mettez tellement d'efforts soir après soir. Puis on vous dit, c'est pas vos échecs, c'est un échec scolaire, l'enfant est en échec. Mais c'est dur comme parent de se dire, non, ce n'est pas mon échec, c'est son échec, et de se distancer de ça. Je veux dire, vous passez des heures à toutes les semaines avec votre enfant, puis ça se passe pas. Je comprends que vous le prenez aussi sur vous, là. Mais la réalité, je souhaite que vous ne le preniez pas sur vous, mais je comprends que vous le preniez sur vous. Alors, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Puis, dans ces moments-là, c'est pour ça que je dis le B de bien-être de l'adulte, c'est que lorsqu'on devient dans cette impuissance-là, dans cette fatigue-là, on contrôle moins aussi notre cortex préfrontal. Puis des fois, on dit des choses qui, sur le coup, ça sort trop vite, ça sort mal. On s'en excuse après, mais ça s'est déposé dans le petit panier de notre enfant. T'es-tu sûr là, que tu as fait les efforts? T'es-tu sûr que là, tu te forces? Est-ce que ça, là, tu te forces vraiment, là? Ça, c'est nous qui était cœurés, qui n'est pas fini. Mais ça ne veut pas dire que dans sa tête, il ne fait pas réellement les efforts pour essayer que ce soit fini parce que lui aussi est tanné de le faire son devoir. Donc, quand on va lui dire, mais ton frère et ta soeur, regarde, il niaise pas, lui, il fait son devoir. Si t'arrêtais de niaiser, peut-être que tu le ferais. Tu le sais que tu as des défis d'apprentissage. Pourquoi tu fais pas les efforts nécessaires? Je suis là pour t'aider, puis t'en profites pas. C'est des mots qui pèsent lourd, ça, dans la balance au niveau de l'estime, après de dire, elle est où ma valeur? Ma valeur se construit d'abord dans les yeux et dans les mots des autres. Parce que j'ai besoin comme enfant qu'on me dise comment me comporter, qu'on me dise si je me comporte bien dans mon environnement pour pouvoir m'adapter. J'ai besoin de la rétroaction des adultes pour savoir ce que je vaux et ce que je dois faire. Si la rétroaction me dit que je me comporte pas bien, que je me force pas, que je suis pas bon, que je suis pas persévérant, que je fais pas d'efforts, ça va être très dur d'avoir confiance en moi et de dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi je connais ma valeur. Comme adulte, on ferait pas ça. On douterait, on se questionnerait, on se taperait sa tête. On parle des mots très durs hein, quand on se parle à nous-mêmes, là. Donc, c'est de dire quels mots on dépose. Puis quels mots on dépose pour renforcer aussi. Dire, tu sais quoi, on va s'arrêter ce soir, tu as fait tes devoirs, même si on n'a pas terminé. Oui, mais je suis pas bon, j'ai pas fini. Moi, ce que je vois, là, c'est un enfant qui a travaillé très, très fort, puis que là, qui est épuisé. Puis que ton cerveau, il est plus capable. Donc, moi, ce que je vois, c'est un enfant qui a persévéré vraiment longtemps. Puis que là, qui a besoin de se reposer. Donc, viens, on ferme les livres pour ce soir, on va faire autre chose. Oui, mais je suis pas bon, puis les autres sont capables, puis... Regarde, aujourd'hui, maintenant, on s'arrête. Demain, on verra. Ici, on s'arrête. On va faire une autre activité dans laquelle il se sent bon. On va passer un moment de qualité avec notre enfant. Donc, permettez-vous de déposer des mots qui vont résonner pour votre enfant. Puis pour que ça résonne, il faut que ça colle à sa réalité. En ce moment, je vois que tu as fait tellement d'efforts que tu n'es plus capable. C'est collé à sa réalité. Lui, il se trouve pas capable. C'est vrai qu'en ce moment, tu ne te sens plus capable. Avec raison, tu as fait tellement d'efforts, puis là, tu es arrivé au bout de ton énergie. Ça colle à ta réalité, ça fait du sens. Cela dit, laisse-moi te mettre en lumière tous les efforts que tu as faits. Puis toute la journée d'efforts que tu as fait à l'école. Donc, laisse-moi te rappeler ça, les efforts que tu fais. Donc, renforçons beaucoup plus les efforts qu'on va renforcer les résultats pour que l'enfant apprenne sa valeur aussi dans la démarche. Parce qu'au final, c'est ça la vie, hein? On a plein de chemins, puis c'est pas au bout qu'on se découvre et qu'on reconnaît notre valeur. C'est dans le chemin qu'on apprend, qu'on se découvre des forces. Puis on fait, hey, je m'ai découvert telle force à travers telle activité. L'activité ne me tente plus, je vais faire autre chose, mais cette force-là, maintenant, je l'ai acquise et elle fait partie de moi. Donc, que ce chemin-là soit formateur pour l'enfant. Alors, prenons soin, puis ça va doucement conclure vers je vais répondre aux questions. Prenons soin que le temps qu'on passe avec notre enfant, qu'on ait l'intention
de dire ce chemin-là, j'ai envie qu'il s'en rappelle, puis qu'il y ait du beau là-dedans, malgré les défis. Donc, d'essayer à ma façon, puis dans la mesure du possible aussi, là, dans ce que je contrôle, là, d'essayer de mettre du beau là-dedans. Puis d'être aussi, de mettre un frein, à dire, là, ça suffit, c'est trop de devoir leçon, c'est trop pour mon enfant, là, en ce moment. Ou en ce moment, tu sais quoi, j'ai dépassé, moi, mon seuil de capacité comme parent. Il faut que j'en parle avec l'école parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment te l'enseigner. Pour plusieurs parents, tu sais, vous disiez tantôt, on a refait notre primaire, il faut faire notre secondaire. Moi, des fois, je lis des questions, puis je suis comme, je sais pas, là, j'ai aucune idée ce que c'est. Donc, mais il y a des lignes comme Allo Prof pour nous aider aussi. Il y a des lignes parents aussi pour vous soutenir quand là vous êtes à bout. Donc, il y a des lignes qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Mais parlez-en avec l'équipe école. Quand vous êtes à la maison, puis même si vous êtes un prof ou un TES ou un intervenant scolaire, quand vous êtes à la maison avec votre enfant, vous êtes un parent. Et c'est le rôle qui doit prendre le plus de place. Et j'ai vu tellement d'enseignants, d'enseignantes, beaucoup plus et plus d'enseignantes, qui vont s'épuiser à la maison à aider leur enfant parce qu'ils vont dire, moi là, je suis une enseignante, puis toute la journée, j'aide les autres enfants. Il faut que je le fasse à la maison pour mon enfant. Je dis, oui, mais là, tout le monde s'épuise. Puis c'est plus aidant parce qu'on fait beaucoup à la place de l'enfant. Ça l'épuise, c'est trop de temps passé avec l'enfant dans un contexte qui est désagréable, qui fait que même si on dit, OK, là, on ferme les livres, on fait une activité le fun, c'est parce que ça fait 2 heures là, qu'on se crie après, donc on n'a plus envie de jouer au Uno ou de se coller sur le fauteuil. Là on se tombe ses nerfs et on a juste besoin de notre espace. Mais quand ces interactions-là font en sorte que si on n'est pas en train de faire les devoirs leçons, on n'a pas envie de passer du temps ensemble, ça, il faut s'arrêter, il faut faire un instant pause. Pause. L'école, c'est très important, mais ma relation avec mon enfant aussi, et ce qui construit son cerveau, ce n'est pas seulement l'école. C'est la relation parent-enfant. C'est la sécurité intérieure. C'est sa vision du monde, son envie d'explorer, de vivre des choses, d'aller à la rencontre des gens. Donc, certainement que l'école, c'est important, mais ce n'est pas tout ce qui construit un humain. Donc, prenez soin de la relation parent-enfant. Regardez comment tous les jours vous pouvez investir du temps de qualité avec votre enfant qui n'est pas relié à l'école, qui n'est pas dans lequel on ne profite pas du moment de qualité pour dire oh là, en fait, ça va bien, je vais lui demander de quoi il a besoin pour l'école, ou je vais y reparler de tu sais, hier dans les devoirs, c'était difficile, penses-tu que non, utilise pas ton moment de qualité pour faufiler on va régler un problème parce que votre enfant, il vous voit venir. Puis là, il va dire, moi, je ne veux plus passer de temps de qualité parce qu'à chaque fois que là, on finit par avoir du fun, tu me reparles de quelque chose que j'ai fait qui n'était pas correct. Donc, j'ai plus envie, moi, d'en passer puis de venir jouer au Uno avec toi, même si tu me dis, ben oui, on va passer du temps, ça va être le fun. Je fais plus confiance parce que je me sens pris en défaut tout le temps. Donc, donnez-vous des espaces dans votre maison où vous êtes en connexion avec votre enfant. Donc, un gros résumé, là, beaucoup de choses que j'avais envie de vous dire avec la rentrée scolaire qui ébranle beaucoup de familles, puis à juste titre, parce que c'est stressant la rentrée scolaire. Mais si vous avez quelque chose à retenir de ce webinaire-là, c'est l'adaptation prend plus qu'une journée la rentrée scolaire. Septembre, c'est un mois d'adaptation où le stress et l'anxiété est plus élevé pour tout le monde, parents et élèves et personnel scolaire. Laissons-nous le temps de nous apprivoiser, de développer le lien, de tisser le lien enseignant-élève aussi, qui est vraiment un grand facteur de réussite éducative. Bâtissez le lien, parlez positivement de l'école à la maison. Vous pouvez et à la fois vivre des défis avec l'école et parler positivement. Dire c'est difficile, mais on parle pas contre l'enseignant, on ne parle pas contre l'école, on ne parle pas contre le système scolaire à notre enfant. Parce qu'autrement, on crée tu ne peux pas aimer ça. Moi, j'aime pas ça. Toi non plus, tu peux pas aimer ça. Donc, c'est très difficile après pour l'enfant d'avoir de la motivation scolaire quand le discours est négatif à la maison envers l'école. Donc, essayez autant que possible de garder un discours positif. Prenez soin de vous. Partagez du temps de qualité avec votre enfant tous les jours. Planifiez la période de devoirs et de leçons. Impliquez votre enfant, demandez-lui comment il se sent, de quoi il a besoin. Prenez le temps de le consulter, puis quand vous ne le savez pas, dites-le à l'enfant. En ce moment, je ne sais pas exactement comment t'aider. Puis j'aimerais vraiment ça, puis dans mon cœur de mère ou de père, je trouve ça difficile de ne pas le savoir parce que je vois que c'est difficile pour toi. Est-ce que tu peux essayer de m'aider, me dire ce que tu aurais besoin? Est-ce que tu peux me dire peut-être ce que tu n'as pas besoin? Parce que peut-être tu dis, je ne sais pas ce que je voudrais que tu fasses, mais je sais ce que je veux que tu arrêtes de faire. Ayons l'humilité de l'accueillir. De dire, mais là, penses-tu que j'ai du plaisir, moi, à faire ça? On lui a demandé son avis, puis après, on le chicane de l'avoir dit.
Dire, ah oui, hein, c'est difficile hein, quand je te donne beaucoup de consignes, je m'étais pas vue aller. Ou moi, je fais ça, je pensais que je t'aidais, tu sais, puis finalement, je me rends compte que ça t'aide pas. Moi, mon intention, c'est pas de te nuire. J'essaie vraiment de t'aider, puis je fais de mon possible. Puis un parent aussi, ça se trompe. Puis j'ai pas toujours la bonne façon de le faire, mais sache que je fais mon possible parce que je t'aime profondément. Puis ça, les enfants ont besoin de l'entendre. Que les adultes, on ne sait pas tout le temps quoi faire, puis que c'est difficile pour nous aussi, mais qu'on essaie, puis qu'on croit en eux, puis qu'on va le faire avec eux. C'est ce dont votre enfant a le plus besoin sur son parcours scolaire. Que vous soyez là, que vous l'accompagniez, que vous validiez ce qu'il vit, ce qu'il ressent, qu'il ait un trouble d'apprentissage ou pas. Il a besoin de votre soutien. Donc, j'ai beaucoup de compassion, d'empathie, d'amour pour vous, les parents qui accompagnez les enfants dans le milieu scolaire. C'est pas simple être parent. Puis je fais le travail que je fais, puis je forme à longueur de semaine des parents, des professionnels de la santé. Puis moi aussi, comme mère, souvent, je me dis, mais c'est dur être une maman. Hein, dans la différence entre les livres et dans notre vie dans la maison, là, c'est dur être un parent. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de nous. Alors, je vous invite vraiment à aller consulter les bases pour prendre soin de votre bébé de l'adulte, avoir quelques pistes pour dire comment je peux prendre soin de moi concrètement. Là, prendre soin de moi, c'est pas aller au spa une fois par semaine ou aller au restaurant. Là, c'est comment quotidiennement je trouve un espace dans lequel j'arrive à me retrouver, j'arrive à m'apaiser, j'arrive à me détendre, j'arrive à arrêter un petit peu mon hamster qui roule constamment à me dire tout ce qu'il faut que je fasse, que j'ai pas fait, qu'il faut que je pense. Donc, c'est ça, prendre soin de nous. C'est créer plusieurs fois dans la journée des espaces où on ralentit. Puis plus l'adulte va le faire, plus on va diminuer notre propre niveau de stress et d'anxiété, plus ça va résonner sur les enfants, on va créer plus de sécurité, plus d'apaisement chez nos jeunes aussi. Donc, j'espère sincèrement que vous êtes venus trouver des stratégies ce soir, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées sur comment accompagner votre enfant cette année. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Kaina, pour l'invitation, pour la confiance aussi. C'est important des actions comme ça en début d'année scolaire pour soutenir les parents. Rappeler qu'on est là, qu'on vit tous la même chose, tout le monde ensemble, donc qu'on soit en mesure de s'inspirer les uns les autres. Alors, je vais